Alors effectivement, je crois qu'on va également avoir un dialogue entre les dialogues, puisque nous finissons sur cette nécessité dans l'enseignement également de l'architecture, d'allier à l'approche sensible, l'approche technique, et l'intégrer dans le processus de conception. Je pense que ça va notamment faire l'objet une partie de l'objet de deux interventions que nous allons entendre. Cette question de la technique dans le processus de conception. Alors, la première est faite par Steve Sabato, qui est architecte des PLG, et qui donc s'intéresse notamment à l'histoire des techniques à travers un travail de recherche mené à un partenariat entre l'école des hautes études en sciences sociales et le centre Alexandre Lecoq. Vous êtes aujourd'hui enseignant à l'école d'architecture de Paris-Malaquais. Non, vous l'avez été, pardon, de 2014 à 2016, oui, c'est ça. Et une de vos thématiques d'étude est la relation donc, entre savoir et pouvoir que vous étudiez à travers l'étude de ce que vous appelez vous-même les artefacts qui sont impliqués dans la question spatiale et de leurs acteurs, sous un angle interdisciplinaire, à la fois historique, matériel et social, et que donc on pourrait, même si c'est un peu tordre le concept, mais déjà qualifier d'organologie comme type d'approche. Donc cette question de l'interdisciplinarité est au cœur de votre approche, notamment à travers la notion de système, pour comprendre la cohérence de l'intervention de ces artefacts dans la vie commune. Ensuite, nous écouterons Jean-Michel Fraquin, qui est lui aussi architecte des PLG, enseignant à l'école d'architecture de Marseille en théorie et pratique de la conception architecturale et urbaine, et dont le parcours le même d'architecte est à l'image de ce dialogue entre sensibilité et technique. Donc un parcours qui a d'abord commencé à l'agence de François Seigneur à Arles, où vous vous souvenez vous-même que c'était une approche plutôt sensible de la pratique architecturale, ou du moins artistique, et qui se retrouvait confronté à la question des usages, pour ensuite avoir travaillé chez Daniel Fontuti à Avignon, qui lui avait une approche qui était même rationaliste critique. Et donc ces deux aspects-là ont défini votre propre pratique aujourd'hui à travers l'agence que vous avez ouverte à Marseille depuis une dizaine d'années. Et vous nous parlerez donc de la question de l'erreur, du moins de l'imprévu, et comment on s'y confronte dans la conception. Voilà, je laisse la parole à nos deux intervenants. Bonjour, merci de cette invitation, ce dialogue. Donc, de ce titre, je souhaiterais en expliquer le mot de système constructif. En fait, un système constructif, c'est moins une construction en elle-même qu'une famille ou une classe de construction qui est rendue possible par la construction de mise au point de certains détails, des éléments. Et ça, c'est le premier point. En fait, toute construction, on pourrait dire, résulte de systèmes constructifs, mais en fait, l'enjeu d'un design de système constructif, en fait, c'est, d'une certaine façon, c'est réduire l'effort nécessaire à leur coordination. Et donc, quand on parle de ça, on parle d'une ambition de faire une économie, en fait, de l'œuvre et du travail. Donc, de l'œuvre, ce qui relève de la conception, et du travail, c'est-à-dire de la production et de la mise en œuvre collective. En d'autres termes, et en termes on appelle ça maintenant du design intégré. Donc comment assurer le raccordement entre la conception, la production et la mise en œuvre. Voilà, c'est cette ambition et c'est comment on minimise l'effort en fait, sur ces trois plans. Alors, ensuite, je parle. Qu'est-ce que c'est une mise en... Alors, après j'ai un autre terme, c'est la mise en ressources économiques et techniques. Pourquoi parler de mise en ressources? Elle est située à deux niveaux. Entre l'économie
et la technique, mais aussi au sein même de la question comment on programme l'innovation technique. La technique n'est pas quelque chose qui se prête difficilement à la programmation. C'est pas dire qu'elle n'a pas un but ou une finalité. Cependant, le pilotage ou les possibilités qui sont ouvertes dans le processus de recherche ne peuvent pas s'édicter a priori. Il y a des phénomènes de débordement en fait, dans le processus de recherche qui offrent de nouvelles opportunités et qui peuvent amener, par exemple, à redéfinir la finalité et le but de recherche. Par exemple, cette imprévisibilité en fait, du processus, si on prend, j'étais très marqué par exemple pour les écrits de Jean-Pierre Vernant sur par exemple la question de la technique et comment les Grecs dit-il, ont loupé le tournant technique en raison en fait de cette imprévisibilité. C'est de ce fait la question du processus est en fait une spécificité de la société dite moderne, par exemple telle que l'a souligné Hannah Arendt dans La condition de l'homme moderne. Donc, et la modernité, ça commence, enfin chez Arendt, la modernité elle commence avec la Renaissance. Et là, en fait, effectivement, pour revenir à la notion d'artefact, la pratique artistique n'est plus un art, enfin, la pratique artisanale n'est plus un art servile comme elle a pu l'être chez les Grecs. Et donc, elle devient quelque chose de central et là, une société moderne accepte l'imprévisibilité du processus et la question, c'est comment on le pilote et comment on le conduit. Moi, après mon travail, je ne suis pas helléniste, je travaille sur la période, je travaille en fait sur la question de l'innovation technique dans le contexte du complexe militaire-industriel de la guerre froide dans le monde américain. Donc, et ça, c'est dans ce contexte-là que j'interroge la question des pratiques artisanales. Pourquoi? Très longtemps, les sociologues, par exemple, ont dressé un portrait type de ce qui étaient des personnalités qui ont travaillé sur la question de l'automation de la construction. Ce portrait type était celui-là. Je réfère surtout au travail prosopographique de Mauro Guillet, c'est-à-dire que ce sont des ingénieurs architectes, portés sur des disciplines mathématiques ou l'ingénierie, qui seraient porteurs de l'enjeu de l'industrialisation et de l'automation de la construction. Mon étude de cas fait état de toute autre chose. Il fait état de la question mon étude de cas qui porte celle d'un designer architecte qui s'appelle Konrad Wachsmann, que celui-ci, c'est plus, en fait, c'est un artisan couplé à un architecte. Et c'est pas un ingénieur et c'est pas un mathématicien. Et ce qui m'a interrogé, c'est que cet artisan et architecte est sans doute la personnalité qui a été le plus intégrée et embarquée en fait, dans le complexe militaire-industriel. De ce fait, la question qui se pose, moi, c'est comment se rencontrent les intelligences techniques d'un maître d'ouvrage, simplement militaire, avec en fait un maître d'œuvre. Donc, qui lui relève en fait de la pratique artisanale et de la pratique architecturale. Pour développer, et ces travaux concernent strictement, consistent à 90% dans le développement de systèmes constructifs. Donc, moi, donc, peut-être donc, pour commencer, en fait, dans ce cadre, je souhaiterais centrer mon propos sur le développement des structures tubulaires qu'il a fait, le développement d'une structure tubulaire pour l'armée américaine au début des années 50. En fait, ce bonhomme, c'est un artisan, un entrepreneur et un chercheur. Quand il arrive, il va arriver à l'University Institute of Technology, aux côtés de Misandero et de Alzheimer, et il va arriver, pas parce qu'il a les diplômes, il va arriver parce qu'il a des contrats supérieurs. Il a donc le contrat pour cette structure tubulaire qu'il a développée entre 1951 et 1954, et il va arriver aussi avec un autre projet qui est un projet de collecte d'informations pour évaluer après les performances des systèmes constructifs pour le département du logement. En fait, c'est quelqu'un qui a travaillé que qui a travaillé pour majoritairement en fait
pour des agences gouvernementales, c'est-à-dire le département de la Défense, des agences du logement, parce qu'il n'y a pas de ministère du logement aux États-Unis, le ministère des Affaires étrangères et le ministère des Affaires commerciales, du commerce, pardon. Ce qui m'intéresse là, et là je pense que pour parler de la question de la pratique artisanale, il faut passer par la question du dessin. Et Reginald Michelson, un architecte irlandais, collègue de Misandero et de Waxman, écrit ceci. Il y avait une différence intéressante entre Mies et Waxman que j'avais remarqué au moment où je travaillais avec Renard. Mies avait une approche réfléchie pour résoudre les problèmes des détails, c'était très systématique et presque scientifique. Il essayait de confiner les aires de problèmes et se mettait à travailler autour de celles non résolues en mettant à plat, comme on a coutume de le dire, tous les faits connus et commençait à fabriquer les tentatives hypothétiques pour résoudre celles qui étaient non résolues jusqu'à ce que l'ensemble des détails soit complètement résolu et procure satisfaction. Waxman était à peu près à l'opposé. Waxman donnait l'impression qu'il allait prendre d'assaut le problème et par une pure et simple énergie qui allait épuiser le problème lui-même. En dessinant encore et encore, il arrivait aux sources de ce que les conditions d'assemblage et le détail devaient être, mais c'était très intéressant à voir parce que c'était une approche plus émotionnelle du problème technique que celle de Mies. Parce que Waxman lançait sa propre personne dans le problème. Ce propos qui compare en creux de ce propos, il faut voir la place que trouvent les modèles matériels en fait, et les maquettes dans le processus de recherche que met en place Waxman et dans le développement de ces systèmes constructifs, dont celui-ci. On voit là donc Waxman, ça c'est un prototype en carton dans lequel, donc à gauche on a mis devant le lecture drive qui on voit en fait une espèce de primat en fait de la question de l'œil en fait au milieu de sa maquette. Et là au contraire on a quelque chose qui est full scale, donc à échelle grandeur nature, et quelqu'un qui est plongé en fait dans sa maquette. C'est deux rapports différents. Et ensuite, alors ça, et en fait après, on a tout des photoreportages qui ont été produits du développement de ce système constructif. Et là, on a la photo faite de la version finalisée de ce hangar qui venait accueillir, qui était destiné à accueillir les B-52 de l'armée de l'air. Pour comprendre ce rapport en fait, à la corporalité, donc la question du dessin est une première approche pour comprendre la place, ce rapport-là. En fait. Ça c'est très intéressant et ça vient un peu en prolongement à l'analyse que fait Reginald Michelson, dont je voulais citer tout à l'heure. C'est la version de gauche. C'est un dessin de Herbert Matters, un graphiste collagiste de Suisse qui travaille pour la revue Art and Architecture et qui en 1947 a produit ce dessin où on voit donc le système veineux, le système nerveux et après leur assemblage au milieu d'un ensemble d'éléments identifiables comme relevant de la science, c'est-à-dire un circuit imprimé, des éléments de relevant de l'atomique, de la physique atomique. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ce dessin qui faisait partie d'un éditorial intitulé What is a House, rédigé par John Tenza, est repris par Waxman en 1959 dans son ouvrage Turning Point of Building, mais en fait, il a été recadré. Ce recadrage, il fait état de quoi? Il consiste en quoi? En fait, il a évité, en fait, il a soustrait la partie où en fait on voit les éléments de science. Et quand je reviens à ça, à l'anecdote, au propos de Michelson, quand il dit chez Waxman, en fait, Mies, il y a une espèce de méthode scientifique en fait de la pratique du détail, donc celui qui porte le fameux adage, le diable est dans le détail, Dieu est dans le détail, qui vient en fait du diable est dans le détail. En fait, Waxman évacue la science, clairement, et ne retient en fait, et il intitule ce dessin structure tridimensionnelle
il intitule ce dessin. C'est structure dimensionnelle, structure dimensionnelle idéale comme entièrement subordonnée à la fonction. Donc, en fait, donc la question fonctionnaliste classique, elle n'est pas approchée chez Waxman par les objets matériels, elle est abordée par la corporalité. C'est la corporalité qui devient le siège en fait, de son fonctionnalisme. Et aussi, si on prend ces images-là, on voit bien que la question de l'homme en fait, n'est pas prise comme le problème de l'échelle, qu'on peut le trouver chez le Corbusier, c'est tout autre chose. Elle devient un siège en fait, d'une pensée fonctionnelle. Et elle pose, en prolongement à ça, elle pose la question de l'interface en fait, entre l'homme et la machine. Et la mise en œuvre, ça pose cette question-là. Et son travail, après, va consister à optimiser les problèmes d'assemblage. Comment on réduit le travail nécessaire aux assemblages qu'il va concevoir. Là, par exemple, là, c'est toujours une page de Art and Architecture, parce qu'il a fait un autre projet qui s'appelle le General. Il y a un projet qui s'est basé sur le General Finance System, qui a été subsidié par le ministère du Logement, en fait, la Housing and Home Financial Agency, pour une usine de construction, une usine pour produire en fait, les éléments nécessaires à la construction de maisons. Et ce qu'on voit, c'est que dans cette revue qu'on connaît normalement, voilà, vous voyez les images de Jules Schumann, vous voyez les maisons de Neutra, et bien là on voit des ateliers. Quoi. Et en plus, donc, la lumière californienne est évincée d'une certaine façon, et on rentre dans l'espace noir des ateliers. Et donc il y a tout un positionnement esthétique qui est très très différent en fait, par rapport à ce que portaient les images, les case study house de Cluny, enfin c'est une espèce de genre. Et au moment où il publie cet article est publié, la couverture c'est celle-ci. Et en fait, dans cette couverture, on voit donc les pièces nécessaires en métallique à l'assemblage, en fait, par classage des panneaux, dans une diagonale, et dans l'autre, en fait, la reprise d'une image de la chapelle Sixtine, dessinée par un extrait où en fait, c'est le scène de Adam et Ève, on voit le deux doigts qui vont presque se toucher. C'est dans la Genèse. Mais, enfin bref, c'est quand Dieu donne l'impulsion de la vie en fait à l'homme. Et il y a en fait une mise en raccord en fait, de deux systèmes en fait, hein, le système organique et avec le système et la mécanisation en fait. Quoi. Et que c'est dans leur rencontre en fait que se joue en fait un fonctionnalisme. Et de l'interface en fait du monde machinique avec le monde humain, avec la corporalité humaine. Là à gauche, en fait, on a le brevet, parce que c'est quelqu'un qui dépose que des brevets, c'est pas quelqu'un qui revendique un construction, c'est quelqu'un qui dépose que des brevets. Quand il ne dépose pas un brevet, c'est parce que c'est sous secret militaire, et c'est le cas de l'URSS Pro Hangar, qui est en fait un système constructif, mais qui n'a pas fait l'objet de veille pour des raisons de confidentialité. Et même, enfin, bon, tout l'œuvre en fait, de Waxman est traversée par la question des attentes militaires, y compris lorsqu'ils sont dits civils. C'est quelque chose qui traverse de part en part son œuvre, en fait, hein, et qui permet, oui, merci, et qui permet en fait de raconter comment la question de l'ingénierie spatiale est organisée et mobilisée et la portée qu'elle a en fait dans la gouvernance de l'innovation. C'était le centre en fait de mes recherches, c'est de prendre la question de la recherche spatiale, de la production, de la préparation et le développement d'une ingénierie avec des systèmes experts ou encore des instruments centrés. Comment ces choses, ces objets, ces artefacts traduisent, racontent la position, enfin permettent de tracer d'une certaine façon la gouvernance américaine, la gouvernance en particulier de l'innovation au sein du complexe militaire ou industriel.
Ça, alors après, ça c'est le développement du connecteur, en fait, avec toutes ces pièces. Donc avec cet ensemble de pièces, en fait, il arrive à traiter toutes les situations spatiales, en fait, de rencontre. Donc en fait, c'est une structure calée sur une... ça, c'est peut-être... Alors, le premier point, voilà, ça c'est quelque chose de très important. Donc le premier point, c'est l'ambition totale, enfin, l'interchangeabilité et la totipotence. Qu'est-ce que c'est la totipotence? C'est un mot qui est pris du champ biologique. Moi, je ne parle pas d'organicisme, hein, je parle plutôt de comment on peut, avec des outils du monde vivant, en fait, permettre de mieux comprendre en fait, les performances en fait, de ces objets techniques. Là, en fait, c'est des pages de Turning Point of Building de Waxman qui reprend les œuvres de Graham Bell, et en particulier donc, les structures, les cerfs-volants, en fait, les cerfs-volants de Graham Bell. En fait, ce qui est très intéressant, c'est que la même forme en fait, permet de répondre à des environnements différents. Il permet à la fois de voler, de diriger une structure, ou même encore de s'abriter. Et ceci à partir d'une même matrice, d'une certaine façon. Donc, l'enjeu, l'intérêt de cet objet, c'est de pouvoir répondre à des environnements différents en restant identiques. Or, tout l'enjeu de la question de l'environnement en fait, chez les militaires, c'est ça. C'est d'avoir des objets qui soient justement le contraire de l'in situ. C'est-à-dire qu'ils soient autonomes par rapport aux ressources que peut procurer l'environnement. Parce que l'environnement est pris comme hostile et qu'en fait, les objets doivent être autonomes et non dépendants en fait, des ressources ou des aides ou des ressources que peut procurer l'environnement dans lequel il est implanté. Alors, donc le système US Air Force Hangar, ce n'est pas un objet, c'est une suite d'objets qui sont rendus possibles par ce système constructif. Là, par exemple, on voit des planches avec différents types de configurations. Donc la configuration qu'on a vu tout à l'heure, en fait, voilà, c'est en fait ce qui est vraiment développé pour répondre pour abriter les B-52. C'est une structure en porte-à-faux avec un porte-à-faux de 45-47 mètres, en porte-à-faux contrebalancé, et ce qui développe sur à peu près, un gars, c'est 300 mètres, linéaire, sur donc, à peu près 110 mètres de large. Cette structure, en fait, c'est une structure tubulaire hyperstatique. L'hyperstaticité, le problème, c'est qu'il faut calculer. Ça nécessite beaucoup de calculs. Et pourquoi? Parce que l'hyperstaticité, c'est hyper utile quand on est dans des objets qui sont susceptibles de se confronter à des problèmes de bombardement. Parce que quand une partie est abîmée, en fait, la structure reste viable, en fait, en dépit qu'une partie soit détruite. La contrepartie de ça, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de connecteurs à assembler. Quoi. Et par exemple, sur la structure-là, il y a à peu près, j'ai calculé, 150 000 connexions. 150 000. Voilà. 150 000 connexions, ça veut dire en termes de calcul, il faut faire x6 parce que il y a 6 degrés de liberté, enfin les 3 mouvements à annuler, enfin il y a les 3 mouvements à calculer, plus les 3 équations des forces, plus les 3 équations des moments. En fait, ça pose tous les problèmes de logistique de calcul pour, pareil, l'évaluation des performances mécaniques de cet objet. C'était un problème, c'est un projet sur lequel j'ai déjà écrit. Mais en termes, après, sur le plan plutôt de la mise en œuvre, il faut arriver à optimiser en fait la mise en œuvre en fait, la réalisation de cette structure qui est montable et qui doit être démontable et transportable en fait. Donc pour ça, en fait, la question du connecteur devient quelque chose. Alors je passe sur l'historique. En fait, ces travaux s'appuient sur des études qui sont développées en France dès 1938 et qui sont en fait contemporaines. Je ne pourrais pas tout traiter, mais par contre, je peux conclure sur, en fait, donc l'assemblage, voilà, on va rester sur ça. L'assemblage, ça consiste à ne pas, enfin, Waxman, pour réaliser ces assemblages très rapidement, en fait, il s'agit de le réaliser que par simple percussion, de ne pas recourir à un quelconque vissage ou à un quelconque rivet ou quoi que ce soit, parce que le rivet de toute façon compromet les assemblages, et c'est la réversibilité. Donc l'ambition de ce système constructif, c'est d'être réalisé juste à l'aide d'un coin.
et d'assurer que les 18 tubes qui gravitent autour des cordes principales soient assemblés avec 3 points. Alors, la maquette qui est en haut, c'est la maquette idéale qui raconte justement comment, enfin, l'espèce de dilemme en fait, dans lequel est plongé le designer en fait, pour réaliser ça. Et alors, en fait, on voit que tout est fait par compression, et en fait, à la fin, c'est que tout le système, là, au début, les tubes en fait, passent sous les anneaux, enfin, et en fait, on voit qu'il y a une forme d'externalisation pour traiter la question de l'encombrement que cause en fait, l'arrivée de ces 18 tubes en fait, sur le nœud, et qu'ils sont externalisés, et qu'ensuite, l'assemblage n'est plus fait à partir d'un enserrement et d'une mise en pression en fait, du connecteur, mais il est mis par l'introduction d'un point qui vient mettre en tension l'ensemble, en fait, et qui s'appuie sur les 3 réglettes qui sont disposées à 120 degrés autour du tube. Voilà, et donc, voilà, je conclurai sur ça. On écoute tout de suite Jean-Michel Fratquin, et je dirai ensuite. Bonjour et merci pour l'invitation. Alors, n'ayant pas de recherche particulière à présenter, je me suis plongé dans la thématique des dialogues et plus précisément du tunnel, même si l'aspect du mot n'est pas ce que je préfère. Et donc ce que je vais vous présenter est issu de ce cheminement au cœur même de la matière. Donc tout d'abord, il s'agit de voir un petit peu ce qui est en acte dans l'acte du faire, de la fabrication. Et en cheminant dans ce tunnel, c'est l'idée de l'erreur qui m'est apparue. Pourquoi l'erreur? C'est ce que nous allons voir avec le tunnel. Quelques figures fondatrices pour l'architecture que représentent Brunelleschi et Alberti. Une expérimentation d'atelier. Et puis une tentative d'ouverture qui re-questionne les rapports bouleversés aujourd'hui par l'avènement numérique sur la pratique et la théorie. Alors sur le tunnel, cette expérience qui a duré une dizaine d'années, donc 2 équipes de Palinos qui vont creuser chacune de leur côté. On voit à peu près le mont sur lequel va se dérouler ce tunnel. Et ces 2 équipes, à 200 mètres sous terre, vont finir par se retrouver avec une précision remarquable. Vous avez une coupe ici sur le mont Claros. Et puis on voit ce tunnel donc, qui est fait pour amener de l'eau de manière sécurisée d'un côté à l'autre de la montagne. Donc vous voyez le tunnel en plan, et puis un alignement quasi parfait, si ce n'est que quand on commence à approcher de la jonction, on voit quelques zigzags, notamment en haut, donc on est au nord, qui sont motivés par la rencontre avec le matériau réel qu'on va trouver, c'est-à-dire qu'à un moment donné, la nature même de la roche fait que les équipes vont être obligées de s'adapter. Et puis, ce qui m'a particulièrement intéressé, c'est la dernière jonction, c'est-à-dire certainement la plus émouvante, parce que vous imaginez, 10 ans de labeur, 2 équipes, 200 mètres sous terre, on consomme quand même pas mal d'esclaves pour faire tout ça. Et là, à quelques mètres de la jonction, pour être certain d'y arriver, Palinos va créer une déviation de 80 degrés, donc vous retrouvez le titre de cette intervention, dans la mesure où si on a 2 droites parfaitement parallèles mais légèrement décalées, on risque de se croiser, de ne jamais se rencontrer, alors que si au dernier moment on fait une inflexion, on est sûr que cette jonction aura lieu. Donc, il y a une gestion de l'erreur, alors que même, je le répète, c'est un ouvrage d'une précision remarquable qu'on n'atteint même pas aujourd'hui. Si on assimile ça à des travaux de voirie et réseaux divers, on ne travaille pas avec cette précision-là aujourd'hui. Mais il y a cette espèce d'artefact, une sorte de fiction où l'erreur
anticipé, programmé, va permettre d'être sûr que ces deux équipes vont se rencontrer en ce point-là. Alors, on a beaucoup cherché sur comment est-ce qu'on est arrivé, ça reste encore assez mystérieux, enfin, il y a pas mal d'hypothèses. Pythagore existe quand Eupalinos crée cette œuvre, et forcément avec notre regard d'aujourd'hui et la technologie qu'on est capable d'y appliquer, on arrive au schéma que vous avez à gauche, et une triangulation parfaite avec des calculs extrêmement précis, et qui démontre qu'effectivement on est capable, en commençant des deux côtés de la colline, d'arriver à se rencontrer. Il s'avère que, d'une manière plus réaliste, vraisemblablement, Eupalinos et ses équipes ont procédé de manière beaucoup plus archaïque, beaucoup plus simple, avec des systèmes plutôt basés sur l'optique et l'alignement de 3 points que la colline permettait d'avoir, puisqu'on a une co-visibilité quand on est sur le sommet avec l'entrée et la sortie du tunnel. Donc en même temps, quelque chose d'extrêmement simple, mais qui pourra être accaparé ensuite par le calcul, ou théorisé en tout cas par Euclide, mais qui lui viendra 300 ans plus tard. La petite conclusion de ce cheminement souterrain, c'est que, j'emprunte cette phrase à Pierre Bourdieu, les gens ne savent pas ce qu'ils font, et c'est la raison pour laquelle il y a dans ce qu'ils font plus de choses qu'ils ne savent. C'est quelque chose qu'on va retrouver ensuite. Alors, l'erreur et l'errement, une petite définition de ces deux domaines. Quand Eupalinos creuse, on est sous l'Antiquité, donc l'erreur n'a pas le même sens que celui qu'on peut lui attribuer aujourd'hui. Alors cette notion d'erreur, là je fais appel à Michel Foucault, à la limite la vie, c'est ce qui est capable d'erreur. Alors que veut dire Foucault avec cette phrase? C'est tout simplement que pour lui le vivant est voué à errer et finalement destiné à l'erreur. La racine, enfin pour lui l'erreur est à la racine de ce qui fait la pensée humaine et de son histoire. Cette erreur au sens païen du terme, elle est infiniment plus positive puisqu'elle est issue du verbe errare, qui signifie finalement cheminer, bouger, voyager. Donc on est dans une expérimentation du chemin, de la marche. Iter également reprend cette signification-là. Et ce sens païen ensuite de l'erreur s'est transformé plus tard, où l'on voit à un moment donné, d'un point de vue religieux, comment ce qui est une erreur et qui constitue quelque chose de finalement positif va devenir, à contrario, quelque chose qu'il va falloir bannir. Donc vous reconnaissez d'un côté l'arbre de la connaissance, et puis Adam et Ève, et à côté la tour de Babel, et ces deux images qui signifient qu'à chaque fois qu'on tutoie d'un petit peu trop près les cieux ou la connaissance, ça finit en général plutôt mal. D'un côté, l'éros qui va être banni, et de l'autre côté, les hommes qui vont se disperser, ne plus se comprendre et errer, donc de manière plutôt négative, à travers le monde. Ce cheminement nous amène aux deux figures que j'évoquais tout à l'heure et qui sont au fondement même de notre perception aujourd'hui et conception de l'architecture, que sont Brunelleschi et Alberti. Donc voilà ces deux personnages
Et ce qui est intéressant aussi de voir entre les deux, c'est que c'est la mise en doxa, en fait, de celui qu'on pourrait appeler le père, ou qu'on a voulu appeler le père de la Renaissance, qui est Brunelleschi. Alors, de Brunelleschi, il ne reste que des œuvres, aucun écrit. Il se situe du côté de l'ouvrage, et Alberti, lui, en face, constitue quasiment la figure opposée de cette vision-là. De manière un peu péjorative, Vasari dira à propos d'Alberti qu'il précède avec la plume ceux qui l'ont précédé avec l'ouvrage, mais celui à qui il faut donner cette figure tutélaire de père de la Renaissance, c'est bien Brunelleschi, puisque c'est lui qui a construit beaucoup plus, même si aujourd'hui c'est Alberti qu'on retrouve dans les manuels des écoles pour cette théorie. Et c'est bien là que cette erreur commence à devenir intéressante, dans la mesure où on assiste à une mise en doxa, puisqu'il faut que le père ressemble absolument à ce qu'il est censé représenter. Donc, l'œuvre de Brunelleschi va être mise en coupe orthodoxe, c'est-à-dire que, pour ressembler à la théorie d'Alberti qui va être écrite plus tard, d'une part, les ouvrages qu'il n'aura pas terminés vont être modifiés par l'Académie. Si on prend par exemple le projet de San Spirito, qui normalement nous fait rentrer de manière diagonale dans le bâtiment, on a 4 portes pour entrer dans l'église, là où d'habitude on en a 3 et on rentre par l'axe. Donc l'Académie va modifier les plans, va transformer les plans, et on va assister comme ça à une modification de plusieurs de ces projets, de même que pour réellement coller à cette orthodoxie-là, on va aussi assister à un redessin de ces plans, mais en rectifiant les erreurs, en orthogonalisant tout son travail. Donc sur cette étude-là, je vous renvoie à Bruno Zevi, qui a regardé beaucoup de projets de Brunelleschi, et qui a noté effectivement toutes les différences entre la réalité et entre ce qu'on veut faire dire à ce père tutélaire de la Renaissance. On va maintenant aborder la matière d'un point de vue plus pédagogique. Puisqu'il s'agit d'une expérimentation à l'école, sous la houlette d'un programme réécrit par Thibaut Morin-Gondel et Christelle Marquero, et qui se propose justement d'aborder un projet sous l'angle de la matière et à travers des dispositions, sans forcément être motivé par une intentionnalité première. Donc, nous avons tenté avec les étudiants d'avoir une approche de la matière en termes de force, et de pouvoir agir sur cette dernière, non pas de manière intentionnelle, mais en lui opposant d'autres forces, ce qui conduit aux travaux que vous pouvez voir sur l'image. On va pouvoir les voir de manière plus précise ensuite. Donc un travail qui relève presque de l'informe, et puis la capacité d'identifier dans ce travail-là des qualités spatiales, lumineuses, sur lesquelles on va ensuite pouvoir s'appuyer et construire un projet. Déjà, être capable d'avoir un recul critique pour pouvoir s'approprier ces qualités-là à travers le dessin. Vous avez en haut la maquette et en dessous des dessins qui représentent ce travail-là. Et puis ensuite, comment, on peut passer à la slide d'après, ce travail aboutit sur le choix d'une matière et que la compréhension de cette matière, depuis son extraction, depuis son origine, va pouvoir être utilisée en fonction de ses propres qualités et faire projet, en l'occurrence, un habitat, enfin, une maison, une simple maison,
qui en même temps va s'appuyer sur des textes théoriques, en l'occurrence ici, ce qui était le plus proche de ce travail-là, le Raumplan d'Adolf Loos. Donc voilà le genre de projet auquel on arrive en partant d'une expérimentation sur une matière et des qualités intrinsèques qu'on peut en retirer, et un travail qui se finalise à travers des photos prises de cette maquette avec comme objectif de retrouver effectivement l'essence première des qualités du projet. Pour terminer sur une ouverture, on finira sur cette question de l'Eros, d'être un peu plus positif que celle qu'aurait pu être l'analogie avec Foucault et la surveillance et l'enfermement, puisqu'on a commencé avec lui. Donc cette ouverture, notamment par rapport aux nouvelles technologies numériques et à la transition numérique, puisque on a abordé dans son rapide aperçu des choses qui nous montrent l'importance de l'immersion dans la matière, l'importance de l'erreur, dans le sens de l'errement, du trajet, du cheminement, l'importance du temps aussi, puisqu'il faut du temps pour les choses, et en même temps toutes ces notions qui sont mises à mal, en tout cas transformées par cette fameuse transition numérique, qui tend, elle, à contrario, à être dans un temps direct, qui annihile la mémoire, et qui en même temps, dès la première pensée, attribue à chaque matériau et à chaque geste une pensée comptable et numérique des choses. Donc, cet Eros, en fait, il est évoqué à travers le travail dont on pourrait peut-être s'inspirer, puisqu'on est toujours un petit peu en retard, nous, architectes, par rapport aux artistes, et ce que Duchamp va faire avec ses ready-made, puisqu'il est un petit peu confronté aux mêmes choses, si ce n'est que pour lui, la transition est plus industrielle que numérique, mais comment, à un moment donné, passer de l'acte du faire à l'industrialisation, eh bien, il provoque ses ready-made et ses détournements dans lesquels on va retrouver de manière elliptique notre entrée en matière, c'est-à-dire que la limite, c'est la phrase de Michel Foucault. Donc, je la recherche rapidement. À la limite, la vie, c'est ce qui est capable d'erreur, et en même temps, quelques années auparavant, Duchamp crée cette œuvre où l'Eros, c'est la vie. Donc, est-ce qu'il ne s'agirait pas pour nous, aujourd'hui, de faire en sorte que l'erreur et l'Eros continuent à habiter une matière et accompagner cette transition numérique? C'est un petit peu la question que je vous pose. Je vous remercie. Merci beaucoup à tous les deux pour ces interventions. Donc on voit déjà qu'elles ont repris certains des thèmes qui étaient apparus dans le premier dialogue, notamment celui de la vision, celui du rapport au corps dans le faire et dans la conception. Au-delà de la question de l'erreur spécifiquement, c'est peut-être celle de la possibilité de l'erreur et de son intégration dans le processus de conception, je pense, qui constituerait un premier terrain de rencontre entre les deux réflexions que vous nous avez présentées. D'une part, la vertu de l'approche artisanale de la technique
C'est Jean-Pierre Serry, dans son ouvrage sur la technique, qui souligne la vertu créatrice du processus de constitution des techniques chez l'artisan qui est dans le fer, pris dans l'objet de son travail manuel, qui distingue le processus plutôt technologique de la science appliquée. Là, dans l'exemple de Waxman, on voyait bien effectivement cette intelligence du fer à l'œuvre, y compris dans des structures complexes, mais quelle que soit leur complexité, qui se résolvent par une grande simplicité du processus d'assemblage. Et donc cette simplicité, elle est peut-être une anticipation de la marge d'erreur qui par ailleurs est grande dans la nécessité du calcul de tous les points de connexion. Ça c'était le premier point par rapport à votre intervention. Et par rapport à celle de Jean-Michel Fraquin, on a bien vu comment l'imperfection, entre guillemets, de la matière avec laquelle on travaille, pour reprendre peut-être, puisqu'on a parlé beaucoup de philosophie, en fait, la théorie des causes aristotéliciennes, où il y a 4 causes, il y a ce qu'est la chose, la cause essentielle, il y a la cause finale, ce qu'on a en vue quand on réalise quelque chose, il y a la cause motrice, qui est l'action de produire quelque chose, et enfin il y a la cause matérielle, qui est le substrat, ce avec quoi on travaille. Et on aurait tort de croire que cette matière est simplement une résistance, et c'est ce que vous montriez, en fait une intelligence propre à la matière qui va amener le processus d'information. Et ça, cette inhérence de la matière, c'est aussi ce degré d'incertitude dans laquelle se niche la création. La phrase de Bourdieu parlait du travail de Manet. Il y avait un autre peintre, Francis Bacon, qui en parlant de son travail disait « Moi je suis une sorte de médium de l'accident ». Alors est-ce que voilà, ces deux réflexions complémentaires-là ne sont pas peut-être le point de rencontre de cette marge d'incertitude, comment on y fait place au cœur du processus de conception? Par rapport à la question de l'erreur, moi je ne prendrais pas l'erreur pour... quand on met le mot erreur, en fait, il me semble que c'est qu'on est déjà dans un cas donné, en fait. Et la question d'une plasticité, c'est peut-être quelque chose qui est assez intéressant. Ce mot-là, en fait, il est redevable à Canguilhem, lorsqu'il nous parle dans un texte comme machine et organisme. En fait, il dit dans les systèmes vivants, en fait, il y a une plasticité des fins et des finalités. Et il dit que la machine, par contre, n'ont pas, en fait, je ne sais pas, mettre à jour le logiciel Canguilhem, par rapport à ce que c'est la intelligence artificielle. Dans les machines, il n'y aurait par contre qu'une finalité, et qu'il y a une souplesse, en fait. Et il y a une souplesse donc, dans les systèmes vivants qu'on ne trouve pas dans les systèmes machines. La question après, c'est comment cette qualité elle est transportée et véhiculée par des pratiques artisanales, par exemple. Et il me semble que si on prend un élève comme de Canguilhem comme Simondon, il y a quelque chose de très intéressant. Il dit l'artisanat, en fait, c'est des machines, il oppose en fait les objets techniques, techniques concrets, issus de la production actuelle, de ceux issus de la production artisanale. Qui, eux, sont des machines abstraites qui sont calées sur les usages, alors que les objets concrets, eux, ils résultent en fait, de la raison interne en fait, de l'objet technique. Et dans cette abstraction, ces machines par test et par test sont les objets artisanaux. En fait, il dit qu'il y a une flexibilité qu'on ne trouve pas, en fait. Il identifie ça aussi. Et donc, cette flexibilité, cette plasticité qu'on retrouve déjà dans les écrits de Canguilhem et qui est reprise dans les 50 par Simondon, de cette façon, avec l'opposition entre objets concrets et objets abstraits entre parenthèses artisanaux, donc, il y a quelque chose à comprendre, en fait. Et il me semble que Waxman cherche à prendre, parce du fait de la commande, en fait, essaye de concilier ces choses qui sont normalement non miscibles, en fait, qui se mélangent pas. En fait. Il y a une hybridation en fait, qui est faite de ces deux types de qualités. Et pour moi, en fait, je vois pas. On pourrait se dire, c'est impossible, donc c'est une erreur, en fait. Mais en fait, pour moi, c'est pas une erreur, c'est la recherche d'une sorte de plasticité des fonctions en fait, que peut prendre un objet. C'est-à-dire qu'il peut prendre plusieurs fonctions, et ça intéresse beaucoup les militaires. Dans mon étude de cas, en fait, c'est des attentes qui sont spécifiquement militaires. Et c'est pour ça qu'il y a deux intelligences techniques, d'une certaine façon. Il y a l'intelligence en fait, du maître d'œuvre, il y a aussi l'intelligence technique du maître d'ouvrage.
pour construire en fait ces qualités. Peut-être sur cette question d'anticiper l'incertitude, est-ce qu'on retrouverait quelque chose de l'ordre, peut-être de l'artisanat, dans ce que nous a présenté Steve Sabato, peut-être de la démarche de certains artistes, comme Francis Bacon, ou ce que Bourdieu pouvait voir dans le travail de Manet, dans le processus de conception qui serait celui de l'architecte. Ce que je crois deviner un peu également dans l'approche pédagogique et l'entrée dans le projet par la matière que vous proposez aux étudiants. Alors, c'est vrai qu'on fait le distinguo, c'est-à-dire qu'on est dans une école d'architecture et il est rarement de bon ton de dire que les architectes sont comme les artistes. L'un est concerné par des usages, l'autre non. Mais néanmoins, il y a un processus de création qui me semble, lui, assez commun d'ailleurs, que ce soit architecte, artiste, écrivain, enfin, peu importe, mathématicien ou d'autres, et qui relève effectivement d'une certaine lenteur, de certaines hypothèses qui se révèlent bien souvent fausses, et donc d'une capacité à accepter comme ça cet inconnu, cette errance, à travers une matière, que cette matière soit de l'écriture, que ce soit un matériau, et pour pouvoir créer. Donc évidemment, il y a Bacon, il y a Bercelo aussi, qui va laisser ses toiles grignotées par les termites, par les éléments, etc. Donc jouer avec l'accident. Et ce qui est bien aujourd'hui bouleversé par la transition numérique, c'est que on essaie de faire en sorte qu'il n'y ait plus d'erreurs, justement. Donc ça change un peu le paradigme et la façon de faire. Il faut faire plus vite, et il faut faire sans erreur, et il faut faire en sorte que le moindre trait soit déjà renseigné sur ce qui va être ensuite. Et c'est bien là que, enfin en tout cas moi, architecte, je commence à être un petit peu acculé dans le processus de conception, puisqu'à un moment donné, ce qui, à mon sens, va pouvoir faire, ou en tout cas est nécessaire, parce que d'un point de vue organique, eh bien, disparaît petit à petit du projet. Voilà, c'est vrai que c'est un peu les questions qui se posent pour moi à travers tout ça. Sinon, tous les deux, en fait, tous les deux, vous nous montrez l'importance de la maquette. La maquette qui tend également à disparaître du processus de conception de nombre d'agences, même si certaines le pratiquent. Est-ce que c'est pas là, pour tous les deux, et y compris dans des contextes d'efficacité appliquée immédiate, comme le contexte militaire, enfin, il y a une utilité très, très concrète tout de suite derrière, on déloge de la lenteur, pour reprendre le mot de Pierre Sansot, qui serait une quantité non compressible, garante d'une forme de qualité de cette dimension érotique, sensuelle de l'architecture. Dans la lenteur, je veux dire, sur ce type de... En fait, au début, par exemple, les études, elles étaient estimées à 6 mois, qui sont durées 4 ans. Voilà. Concrètement, c'est ça. Donc, elle est incompressible, en fait, la lenteur, en fait, de cette façon. On a du mal à y échapper si on va... Enfin, parce qu'aussi, mais par contre, le temps, en fait, qui s'allonge, ma vie, il a été négocié par rapport à la révision, en fait, de l'ambition de ces projets, quoi. Donc, c'est comme ça que les rallonges d'argent étaient possibles, de contrats, et que aussi le temps là, qui était plus long a été accepté. Voilà, donc en fait, dans ce cas, on a un problème de projet, finalement, qui sollicite à la fois l'intelligence des maîtres d'œuvre, des techniciens, enfin de tout ça, et aussi l'intelligence, comme je le disais tout à l'heure, de la maîtrise d'ouvrage. Et ça, je pense que ça, c'est ce qu'il faut arriver à faire comprendre, en fait. Si l'ambition, elle se révise, le temps aussi se révise. Bon, je pense qu'on est de plus en plus dans un... Et ça, y compris dans des situations où, en fait, il y avait un temps qui était compté parce que c'était
pas le faire assez rapidement en fait, par rapport à des problèmes de géostratégie, enfin je ne rentre pas là-dedans, mais malgré ça, ça a été prolongé. Donc ça dépend des deux interlocuteurs et de leur disponibilité et des promesses en fait, hein, qui sont faites et la capacité à les réaliser. Oui, sur les loges de l'inventaire. Si on revient au Palinos, 10 ans de travaux pour faire le tunnel, je ne sais pas s'il y a eu des pénalités de retard. Mais oui, les loges oui, une certaine lenteur. Enfin, il faut aller doucement pour pouvoir aller vite. Ça, c'est là qu'il dit doucement. Et lui, il commence tôt pour donner du temps, justement. Il raconte qu'il travaille avec quelqu'un depuis des années et qu'à chaque fois qu'il y en a un qui dessine trop tôt, tac, il lui tape sur les doigts, ils se tapent mutuellement sur les doigts pour laisser faire des choses, laisser du temps aux choses, et on retrouve cette dimension de l'éros, puisque il appelle ça des jouissances architecturales. Donc voilà, c'est tous les matins se retrouver au bureau et laisser du temps aux choses pour de temps en temps trouver quelque chose, et de temps en temps il y a quelque chose d'extraordinaire qui ressort de cette pratique. Alors, c'était ces trois thèmes qui sont liés, hein, c'était les trois thèmes que je voyais avec les liens dans vos interventions. C'était d'une part cette question du tâtonnement, enfin, de la possibilité de l'erreur ou de l'imprévu, cette question de la lenteur, et troisièmement, cette question du vivant, de l'organique, ou de l'érotique, qui est quelque chose, qui est un principe de... On ne voit pas immédiatement, c'est ça le principe du désir, il y a une forme de distance, on devine, mais on ne sait pas exactement vers ce quoi on va, où on va arriver. Peut-être qu'on a le but qui est fixé, mais le chemin n'est pas complètement précis. Et donc il y a une forme de tâtonnement, en quelque sorte, méthodologique dans cette approche. Ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant, Jean-Michel l'a souligné à travers la citation de Foucault notamment, mais également Steve dans votre présentation sur l'inversion. Vous avez débuté votre présentation par une référence à l'âge moderne, où arrive la notion de progrès. Ça commence à peu près avec Descartes. Et on sait qu'on a eu, à partir de Descartes et à sa suite chez Malebranche, chez Condillac, une tentative de comprendre l'animal, le biologique, par le modèle de la machine. Et vous renversez ce principe-là en essayant plutôt de réintroduire par l'organique, et Jean-Michel également, à travers le vivant, le principe soit mécanique d'assemblage de structures, soit le processus de conception architectonique pour Jean-Michel. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette importance de l'organique? Je ne sais pas s'il y a une primauté de l'un sur l'autre, mais ce qui est sûr, je pense que c'est le mot que j'ai employé, c'est une interface en fait, entre l'un et l'autre. Dans ce dispositif, on voit que l'organique... la question du statut de l'artisanat est assez intéressante de ce point de vue-là, parce qu'à un moment donné, il était rattaché à il répondait deux fonctions, c'est-à-dire concevoir et produire. La question, c'est qu'est-ce qui se passe quand la production... Ça, c'est le Bauhaus, déjà, qui s'est pris ce problème en main. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe quand, en fait, la pratique artisanale, elle est de plus en plus défaite de la question de la production et qui se situe de plus en plus dans la question de la conception. Parce qu'il n'y a pas une théorie du design, il n'y en a pas. Tout le monde l'a cherché, personne ne la trouve, il y a des gens qui cherchent encore. Enfin, voilà, il y a on dit qu'il y a toujours un concept et des connaissances, et dans ce jeu de concept, on fourre tout ce qui est design, et on dit, là, c'est la boîte noire, c'est pas ce qui se passe, et après, il y a les connaissances, voilà. Mais en fait, quand on regarde par exemple la question des matériaux, on sait que le matériau n'est pas un donné, en fait. Maintenant, c'est clair. Et la ressource spatiale, la question spatiale, elle trouve toute sa justification pour que la science des matériaux, enfin, il ne s'agit plus des maths, c'est la matière, en fait. La matière, les Américains, ils l'appellent material science, c'est-à-dire la science des matériaux. Il ne s'agit plus des propriétés de la matière, qui est une chose donnée du physique. Il s'agit du matériau et de ses qualités. Et quand on parle de qualité, c'est Bernadette Vincent, par exemple, qui explique qu'il y a à peu près un gain de 15 à 20% qui peut être obtenu entre
C'est-à-dire il y a des gains qui peuvent être obtenus en approchant le matériau comme une possibilité. Et elle l'estime entre 15 et 20%. Et cette possibilité, elle est investie par ce que j'appelle, ce que Pilates appelle l'architectural engineering, c'est-à-dire l'ingénierie spatiale. Et ça, il n'y a pas de théorie, il n'y a pas de mathématiques qui permettent de faire optimiser ça. C'est la grande. Et dans ce cas, les pratiques artisanales, qui peut-être artistiques, mes travaux concernent plus la pratique artisanale, rentrent là-dedans. Jean-Michel, le vivant, est-ce que ce serait une porte d'entrée, un thème pour entrer dans cette forme de conception ou de place faite au désir, peut-être également à travers la place des usages? Est-ce que le numérique permet également de concevoir avec eux? Je pense que c'est justement l'enjeu, mais j'aimerais avoir la réponse. Je pense que c'est l'occasion, ce genre de rencontre, pour justement y réfléchir ensemble. Merci. Peut-être pour conclure, on a encore un petit peu de temps, mais plus beaucoup. Une question? Très vite. C'est pas une question, c'est de l'eau au moulin. Alors, je ne sais pas, parce que je ne suis pas non plus très économiste, pas du tout. La vie des Grecs, avant les philosophes, était réglée par la métisse. La métisse, c'est les ruses de l'intelligence. C'est-à-dire que l'intelligence a mis à distance, d'un côté Platon, à bord, je mets très à distance, Aristote peut-être plus loin, je connais un peu, mais en tout cas, on réfléchit. La métisse, c'est les ruses de l'intelligence, donc il y a un bouquin fait par Détienne et je ne sais plus l'autre, enfin peu importe, qui raconte ça très bien, et finalement, il commence le bouquin en expliquant que c'est comment se battre contre la loi du plus fort, justement par les ruses de l'intelligence. Et finalement, ce qui symbolise ça, c'est le nœud pour lui, et donc le lien. Et finalement, pour moi, j'y vois typiquement le projet, c'est-à-dire que quand on est face à une multitude de tas de choses, de données, de contraintes, de tout ce qu'on veut, c'est mettre en rapport, il me semble que c'est autour de quoi on tourne, là, qui sont les assemblages, qui est l'infection du tunnel au dernier moment, c'est malgré l'anticipation de Balinos, même s'il n'avait pas de la géométrie, etc., il y a un moment, la ruse de l'intelligence fait que, clac, on fait le lien, et donc on fait ce nœud, on met en rapport, et qui est finalement ce qu'on fait pendant tout le projet, qui est aussi très lié à l'action. Alors le temps, là, pour moi, c'est l'action, c'est-à-dire qu'en fait, on est toujours dans l'action, et c'est la réflexion qu'on a pendant l'action, sur l'action, et on dit, tac, c'est ça qu'on fait. Effectivement, ce n'est pas réfléchi à distance, mais c'est une ruse de l'intelligence qui fait lien. C'est juste de l'eau. Merci. Est-ce que vous voulez réagir à cette remarque de Christelle par rapport à la métisse et au côté rusé peut-être qui perdure chez l'architecte? Plus que les rats, c'est la métisse. Oui, c'est ça. C'est l'éventivement. Je ne sais pas si ce serait pertinent, mais je n'ai pas tout de suite. Oui, je vois bien l'enjeu de ce qu'il dit. Effectivement, les projets sont de plus en plus complexes et ils nécessitent des nouveaux agencements, des nouvelles. Enfin, la vraie question, c'est le rapport entre technologie et démocratie, d'une certaine façon. Sur ça, moi, j'ai toujours été très, très intéressant. Waxman, par exemple, travaille sur comment on travaille en équipe, ces choses-là. Mais de façon plus contemporaine, je pense les ruses de l'intelligence et où elles sont. Ça, c'est difficile parce que en gros, comment on les qualifie, comment on sait qu'on a choisi les bonnes personnes pour faire face à ce problème. Ça, c'est pas toujours évident. Ça suppose. Je rappelle quand même que localiser et situer ces expertises, c'est très difficile, puisque si on s'appuie sur les travaux d'anthropologues ou sociologues sur la sociologie de l'innovation, par exemple les travaux de Barthes, les plateformes dites hybrides entre experts et non-experts, c'est quelque chose qui est vraiment qui est très intéressant, qui pose la question de leur implication dans des sujets techniques très complexes pour faire de la décision opérationnelle. C'est vraiment des choses qui sont très actuelles et qui méritent d'être réfléchies. Qu'est-ce que c'est une expertise?
Et ça produit toute une problématique. Qu'est-ce que c'est? Enfin, je pense qu'on peut en partie aux travaux de Barthes, Lacoum et Callot, qui s'appelle Agir dans l'incertain, et c'est pour une démocratie technique. C'est des choses. Et ça, effectivement, où est-ce se trouve la ruse? La ruse de l'intelligence, qui est la métisse, où on la trouve, en fait? Ça, c'est quelque chose. Bon, il y a des expertises avérées, mais on se rend compte que, il y a eu des biais quand même dans certaines décisions de choix technologiques, par exemple, le contexte conseil, il y a eu des biais par des corporatismes, des choses comme ça, et que ça a eu des qualités, mais maintenant on dit, bah ouais, comment on sort? Et effectivement, les réponses, les alternatives, elles ne sont pas nécessairement trouvées par des gens déjà repérés comme experts. Et ça, c'est le problème un peu de la société grecque, c'est-à-dire, et ça, je pense que Vernon, par exemple, a bien dit, la question technique, elle a été mal appréhendée par l'enjeu, parce qu'ils ont eu peur en fait de ce processus et de l'incertitude et de l'intelligence en fait s'immobiliser oui, d'ailleurs aussi bien sur la technique que sur la question de l'art aussi. Parce que la question du poète dans la République, ça fait peur. Hein. Qui dit la République, la cité est bien faite parce qu'on a mis les poètes en dehors de la ville. Voilà, ça renvoie à tout ça. Donc la question de la gouvernance de la technologie, c'est effectivement et comment elle est construite, et comment elle trouve une légitimité, et comment elle se confronte à des décisions, comment on construit une décision, et comment on forme l'information et comment on la traite. Ça, c'est un enjeu de tout premier plan très actuel. Merci beaucoup pour cet échange et ces présentations. Merci à tous les deux.